Il est 20h, nous développerons dans ce journal la signature de conventions de partenariat entre le gouvernement et 3 sociétés minières, des conventions qui entrent dans l'application du nouveau code minier de 2023. L'information du jour, c'est aussi le lancement de la campagne de retour à l'apprentissage. Au titre de l'année scolaire 2024-2025, cette campagne est placée sous le thème « Inscription massive des enfants dans les structures éducatives ». Le gouvernement renforce les mesures sécuritaires existantes suite à l'attaque terroriste du mardi dernier. De nouveaux marchés à bétail sont ouverts à Cathédrale, Sanankoroba et Zantigila. Marchands à bétail et ministres de l'élevage et de la pêche se rencontrent pour trouver le juste équilibre concernant les conditions d'installation. Et pour être encore plus complet, un invité dans ce journal, il s'agit de Abdoulaye Coulibaly, gouverneur du district de Bamako. Il est là pour nous parler de sa décision de fermeture de 7 marchés à bétail dans le district. Nous sommes donc vendredi. Merci de nous suivre. Bonsoir à tous, monsieur le gouverneur. Bonsoir également à vous. Bonsoir. On va se retrouver tout à l'heure pour parler de votre décision prise pour la fermeture de 7 marchés à bétail. Merci. À tout à l'heure. Alors, rôle des jeunes dans le renforcement de la démocratie. Il en était question avec le Premier ministre dans sa rencontre avec le réseau des jeunes des partis politiques du Mali. C'était à la primature lors d'une audience également accordée à la Fédération des associations et mouvements pour la valorisation de l'alphabet Nko, des langues nationales et des cultures du Mali ou Asabaya. Regardez ce reportage de Mamari Kone et de Aliou Touré. C'est une forte délégation du réseau des jeunes des partis politiques du Mali, RJPPM, qui est reçue par le Premier ministre. C'est pour mieux réussir sa mission que le réseau conduit par son président est venu solliciter les conseils utiles et le soutien du chef du gouvernement. Dans son intervention, le président du réseau a insisté sur le rôle des jeunes dans le renforcement de la démocratie et surtout réaffirmé l'engagement du RJPPM à soutenir et à promouvoir un cadre démocratique inclusif. Nous devons être des porteurs de messages d'unité et d'encouragement pour notre vaillante armée. Le souci de mon équipe aujourd'hui est la stabilité politique, sociale et économique du Mali. C'est pourquoi nous voulons mettre en application l'outil CCC, qui signifie, Monsieur le Premier ministre, communiquer pour un changement de comportement. Le réseau a par ailleurs condamné les attaques terroristes du 17 septembre dernier et présenté ses condoléances au gouvernement. Le Premier ministre a salué l'initiative du réseau avant de rappeler que le développement d'un pays repose sur la qualité de ses cadres et la mobilisation des jeunes. C'est pourquoi il a invité les jeunes des partis politiques du Mali à soutenir les forces armées et de sécurité en les sacralisant à dire la vérité et au respect du président de la transition. Le Mali ne peut pas se construire sans les partis politiques. Donc un homme politique, un dirigeant qui veut se passer des partis politiques, c'est qui n'a rien compris de l'évolution de la société. Donc, tous ceux qui vous disent que le Premier n'aime pas les partis, il les insulte, c'est faux et archi faux. Le Premier fait le débat politique. Maintenant, il faut que vous ayez une claire compréhension de la situation politique. Souvent, ça échappe à beaucoup de responsables politiques. Il y a même des dirigeants de partis qui ne savent pas. Ils pensent qu'ils sont dans une situation normale. En réalité, il y a des enjeux géostratégiques et géopolitiques qui se font au-dessus de la tête de tout le monde. Vraiment expliquer à vos partis que le Premier ministre n'a aucun problème de principe avec eux. Le Premier ministre a enfin reçu une délégation de la Fédération des associations et mouvements pour la valorisation de l'alphabet Nko, des langues nationales et cultures du Mali. La délégation conduite par Ousmane Coulibaly est venue informer le Premier ministre du report d'une conférence internationale que la Fédération devrait organiser ici même à Bamako. Elle a aussi saisi cette opportunité pour présenter les ambitions de la Fédération et souligner l'importance de l'alphabet Nko en tant que pilier de l'identité culturelle du Mali. Le ministre de l'économie et des finances, en compagnie du ministre des Mines, a signé 3 conventions de partenariat avec 3 sociétés minières. Ces conventions entrent dans le cadre de l'application du nouveau code minier de 2023. Elles vont permettre de booster l'économie malienne, nous dit Youssouf Diakité. En signant cette convention de partenariat avec les sociétés minières Semoses, Alid, Bintou Gold et Nampala, le gouvernement du Mali matérialise le nouveau code minier dont la rentabilité et l'impact sont clairement visibles sur l'économie malienne. C'est un partenariat gagnant-gagnant, disent les 2 parties, gouvernement et sociétés minières. C'est un accord qui a été conclu
pour un montant total de 65 milliards de francs CFA et 16 milliards de crédit TVA que nous avons décidé d'abandonner également. Ce paiement se fera en 2 temps. Un premier paiement est dû pour le 30 de ce mois pour un montant de 40 milliards et le deuxième paiement de 25 milliards pour la fin du mois de mars 2025. Cet accord, bien au-delà d'un simple partenariat commercial, reflète notre volonté de promouvoir un développement durable et de contribuer au bien-être des communautés locales. Signé en présence du ministre des Mines, le professeur Amadou Keïta estime que la convention répond aux aspirations du peuple malien. Désormais, la taxe ad-valorem sera progressive et ça veut dire qu'elle n'est plus fixe. Désormais, son taux sera fixé en fonction du cours de l'or. Et un autre aspect à souligner, c'est que les exonérations sur les produits pétroliers aussi ne sont plus de mise. Alors que dans le temps, l'État perdait à peu près 100 milliards sur ces exonérations. Le ministre de l'économie et des finances, après avoir insisté sur le respect des engagements côté société minière, rappelle que l'accompagnement de l'État ne fera pas défaut. Que c'est un code très bien équilibré qui permet vraiment aujourd'hui au Mali, en tout cas, d'avoir une source de financement importante pour son développement. Dans le même temps, ces accords permettent également à l'État d'avoir régulièrement, chaque année, un montant d'environ 245 milliards de plus sur le budget d'État. En plus de ce qui était obtenu les autres années. Donc, si on percevait par exemple 300 milliards sur ces 3 sociétés, maintenant ça va être 545 milliards que nous allons percevoir. Toute la sous-traitance représente pour ces 3 sociétés seulement 1000 milliards de francs CFA qui seront injectés chaque année dans notre économie si nos entreprises arrivent à capter. Et le code est très clair, il faut que ces 1000 milliards soient donnés à des entreprises maliennes ou des entreprises détenues à au moins 51% par des Maliens. Pour mémoire, c'est en juillet 2023 que l'État malien a finalisé et publié le décret d'application du Code minier 2023. La commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale poursuit ses consultations. Ce vendredi, Ousmane Issoufi Maïga et son équipe se sont rendus au cabinet du professeur Djonkouda Traoré, ancien chef de l'État. Les membres de la commission sont venus solliciter son accompagnement et recueillir certaines orientations. Le reportage est signé Salimata Dao Adama Kamara. Audience chez l'ancien président de la République par intérim, le professeur Djonkouda Traoré. Il reçoit ce vendredi les membres de la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. Avec à leur tête l'ancien Premier ministre Ousmane Issoufi Maïga, les visiteurs suivent à la lettre les consignes données par le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, qui a mis l'accent sur le caractère inclusif du processus. C'est hors caméra que les 2 parties mènent les échanges. À la sortie, les attentes semblent comblées des 2 côtés et le président Djonkouda Traoré de souligner le parcours encourageant du processus de réconciliation et de paix initié par le président de la transition. C'était un pas de fierté, un sentiment d'espoir, un espoir légitime. J'ai constaté à travers tout ce qu'ils ont pu me donner comme information, ils ont vraiment cerné complètement le problème, ils ont identifié tous les problèmes. Et la plupart du temps, ils ont des approches qui peuvent nous conduire à des solutions qui, j'en suis sûr, pourront être salutaires pour le Mali. La commission de rédaction sort de cette concertation avec le soutien du professeur Djonkouda, qui, comme toujours, est prêt à mettre son expertise à contribution à chaque fois que l'État lui fait appel. Le Mali traverse une période extrêmement difficile, pour ne pas dire une période vitale, parce que c'est le pronostic vital même du Mali démocratique et laïque et intègre qui est en jeu. Je pense que tous ensemble, nous avons souligné la nécessité de cette cohésion, de cette réconciliation, de ce pardon et la nécessité absolue de se parler en toute vérité, en toute sincérité et de comprendre que ce qui se passe aujourd'hui est au-dessus de nous tous. Nous avons un entretien extrêmement fructueux, en tout cas
À mon avis, je suppose qu'ils ont peut-être le même sentiment. Et j'espère que la suite nous donnera raison. Rencontres de ce genre sont prévues par la Commission en vue de prendre en compte les aspirations de toutes les couches du pays. Le quartier de Sénois a désormais un commissariat de police. La cérémonie d'inauguration a enregistré la présence du ministre de la Sécurité et de la Protection civile avec à ses côtés le directeur général de la police nationale. Boubacar Babli Touré pour plus de précisions. Les autorités de la transition plus que jamais engagées dans la sécurisation des personnes et de leurs biens. Comme credo, le renforcement du maillage territorial dans le cadre de la lutte contre l'insécurité sous toutes ses formes. C'est bien ce qui justifie l'implantation de ce commissariat de police, une réponse à une requête de la population de Sénou qui était confrontée à une insécurité grandissante caractérisée par des braquages, des vols de motos entre autres. Je demande donc au cadre et au personnel de ce nouveau commissariat une détermination sans faille dans la lutte contre la délinquance et la criminalité sous toutes ses formes. Je vous recommande la plus extrême vigilance et le professionnalisme dans vos activités quotidiennes. Ça fait à peu près 15 ans que nous sommes à la recherche du commissariat. Nous sommes très contents par les autorités de la transition. Nous sommes prêts à les aider dans les actions. Cette bâtisse qui vient d'être inaugurée est composée de 22 bureaux, un magasin, une garde à vue, un poste de police, de radio, ainsi que des toilettes. Un financement sur budget national. La création et l'opérationnalisation de cette unité en ce moment s'inscrivent dans la vision stratégique de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, qui a toujours inscrit le renforcement de la sécurité au cœur de ses grandes priorités. Cette dynamique enclenchée vise à assurer la libre circulation et la protection des personnes et des biens. En marge de la cérémonie d'inauguration, la coupure symbolique du ruban, suivie d'une visite guidée des locaux et une plantation d'arbres par les officiels. Oui, renforcement de la sécurité. Le gouvernement y travaille suite à l'attaque terroriste du mardi dernier. De nouveaux marchés à bétail sont ouverts à Cathédrale, Sanankoroba et Zantigila. Et rencontre entre marchands à bétail et ministre de l'élevage et de la pêche et son collègue en charge des domaines pour trouver le juste équilibre concernant les conditions d'installation avant d'investir le nouveau site. Suivant Mohamed Keintao et Sirgi Balo. Bamako, la capitale malienne, a été endeuillée mardi dernier par une attaque terroriste faisant des pertes en vie humaine et en matériel. Suite à cette situation, 7 marchés à bétail de Bamako ont été temporairement fermés. Point de souci car les acteurs du secteur ont été recasés dans le but de préserver la sécurité publique. Dans la foulée, des dispositions ont été prises pour assurer le ravitaillement correct des marchés en viande de qualité. Voilà pourquoi le gouvernement, à travers le ministre de l'élevage et de la pêche, vient d'offrir 3 nouveaux marchés à bétail, à Cathédrale, Sanankoroba et à Zantigila. Les acteurs déclarent rester derrière les autorités pour toute mesure visant à assurer leur sécurité. Les acteurs souhaiteraient un moratoire pour ce qui est de la fermeture immédiate des marchés, ce qui vise à arrêter toute activité économique et aussi l'approvisionnement de la ville de Bamako en viande. Et nous souhaitons aussi tout ce qui est comme infrastructure qui sera réalisé, que ces infrastructures répondent aux normes sécuritaires et aussi, comme vous l'avez cité, pour l'approvisionnement en eau du bétail et des acteurs qui sont là. Le marché de Kati a fortement été occupé par des occupants. 50 hectares et quelques au départ. Aujourd'hui, le marché n'a pas 10 hectares à son actif, dû à l'occupation illicite de son espace. Les marchands du bétail ont également demandé l'ouverture de notre site sur la route de Kouloukoro, doléance qui a été prise en compte par les deux membres du gouvernement. Mieux, le ministre en charge du domaine se propose de mettre à leur disposition 50 hectares de terre à Zantigila et Sanankoroba. On a pris bonne note de vos doléances. En ce qui concerne les sites, vous avez effectivement évoqué le site ouest
on va rapidement identifier un site dans cette zone-là qui pourra recevoir un marché à Baté. Les sites qu'on a identifiés à Sanankorobala, à Zantigila, et aussi le site de Kati. Nous allons rapidement aussi voir comment, là où il y a des occupations illicites, les dégager et aussi procéder aux aménagements nécessaires. Nous investir pour que les conditions soient réunies, toutes les conditions soient réunies pour une installation harmonieuse, une installation dans les règles de l'art, et les investissements aussi seront réalisés autant que faire se peut dans les règles de l'art pour que vraiment la sécurité que nous cherchons soit là. La volonté est là. Au nom des plus hautes autorités, nous tenons à vous dire que la volonté, elle est inébranlable pour le bien des populations. Le ministre Ba a enfin rassuré les éleveurs que ces nouveaux sites seront aménagés avec les commodités requises avant de donner l'assurance que le gouvernement va continuer à s'investir pour la quiétude de la population. Oui, cette marché à bétail a fermé hier suite à une décision prise par notre invité vers lequel je me tourne, monsieur le gouverneur Abdoulaye Coulibaly. Et bonsoir, monsieur le gouverneur. Bonsoir. Alors dites-nous, pourquoi cette décision, monsieur le gouverneur? Renforcer davantage l'existant? Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord vous remercier de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur votre plateau. Aussi voudrais-je adresser mes chaleureuses salutations aux téléspectateurs et téléspectatrices de l'OATM. S'agissant de la mesure, il importe de rappeler que les réflexions sont menées autour de la question depuis des années. Cependant, force est de reconnaître que le contexte sécuritaire marqué par une insécurité grandissante de toute nature, amplifiée par le banditisme résiduel, des attaques terroristes, il était bien séant que cette mesure de fermeture de certains marchés à bétail puisse être prise par les autorités. Donc, je dirais que la mesure vise à renforcer la situation sécuritaire du district de Bamako, et protéger au maximum les populations et créer des conditions sécures, même pour les marchands de bétail, qui se verraient beaucoup plus tranquilles dans une zone en dehors de la ville. Tout à fait. Monsieur le gouverneur, dites-nous, est-ce que la décision sera suivie de mesures d'accompagnement? De nouveaux sites sont identifiés pour ces commerçants de bétail? On le sait, la nature a horreur du vide. Qu'est-ce qui est prévu? Bien évidemment, les prospections sont en cours au niveau de Sanankoroba, des Antigila, du Dral de Kati, et sur les routes de Koulikoro et de Guinée. Donc, ces nouveaux sites qui devraient être dans les jours à venir aménagés et équipés seront identifiés en rapport avec les acteurs les plus concernés, à savoir les coopératives d'éleveurs et les marchands de bétail. Justement, j'allais en venir. On vient de les voir avec les ministres. Je suppose que vous avez eu des réunions au préalable de sensibilisation pour qu'ils comprennent la portée de cette décision. Effectivement, des missions techniques ont visité tous ces sites pour faire passer des messages de sensibilisation et d'information. Et surtout pour les inviter
à dénoncer tout cas suspect qu'ils auraient observé sur leur lieu de travail. Effectivement. Alors, monsieur le gouverneur, cette décision est-elle provisoire ou définitive? Ces marchés ne seront plus ouverts? En réalité, la décision 1311 GDB CAB du 19 septembre 2024 a été prise pour être appliquée. Moi, je pense que les débats doivent tourner sur comment mettre en œuvre cette décision. C'est dans ce cadre qu'il y a eu la rencontre aujourd'hui avec les faîtières des coopératives de marchands de bétail. Donc ces marchés ne seront plus ouverts, si je comprends. Bien sûr, l'objectif, c'est d'amener les marchés à bétail en dehors de la ville, comme nous constatons dans beaucoup de capitales. Tout à fait. Alors, si vous avez quelque chose à dire aux occupants de ces marchés, même aux clients qui avaient le bétail sur place, ça sera quoi, monsieur le gouverneur? C'est pour les rassurer que des conditions plus idoines seront créées pour leurs activités. Mais cette fois-ci, en dehors de la ville. Que tout le monde soit sensibilisé comme quoi c'est une marche normale d'une capitale en pleine évolution. Donc, pour la sécurisation de tout un chacun. En tout cas, merci pour ces réponses, monsieur le gouverneur Abdoulaye Coulibaly, qui était notre invité de ce journal par rapport à la fermeture de cette marché à bétail dans la capitale de Bamako. Suite toujours à l'attaque de mardi dernier, les familles fondatrices de Bamako, Touré, Niaré, Dravé condamnent avec la dernière rigueur l'attaque terroriste perpétrée contre les forces de défense et de sécurité, appellent le peuple malien à soutenir davantage nos militaires et à éviter l'amalgame. Pour plus de détails, écoutons le porte-parole des familles fondatrices de Bamako. Bourama Soumano est au micro de Tamsir Diabati. Au nom du patriarche Niaré, il souhaite prompt rétablissement aux blessés de cette attaque aussi odieuse et inhumaine. Il appelle à la vigilance de la population de Bamako. Il appelle surtout à la mobilisation de tous les Maliens sans aucune distinction. Informer, passer l'information, donner les renseignements aux forces de défense et de ne pas céder à la panique. Ce grand Mali, depuis la nuit des temps, a vécu en harmonie, en symbiose. L'entente a toujours été dans la diversité. Donc le Mali ne connaît pas de problèmes ethniques ni de problèmes religieux. Mais c'est des terroristes qui ont d'autres visées et sponsorisés par des mains invisibles, des puissances aussi inimaginables qu'inhumains avec leur agenda caché. Donc le patriarche demande à l'ensemble du peuple du Mali la forte mobilisation derrière nos femmes. Il exhorte et puis il encourage les femmes à défendre la patrie comme leur mission, leur demande au prix de leur vie, ainsi que tous les trois vestiges de Bamako sont prêts à défendre cette patrie, ce Mali, cet héritage qui nous a été légué par nos pères, nos devanciers. Il finit en remerciant la jeunesse, la population de Bamako qui a été auprès des femmes. Et il souhaite encore prompt rétablissement aux blessés de cette attaque et repos éternel, paix aux âmes des militaires tombés lors de cette attaque. Et la CEDEAO a suivi avec consternation dans ce communiqué les informations sur les attaques terroristes djihadistes de ce mardi 17 septembre 2024 contre des installations militaires à Bamako, au Mali, qui ont fait des victimes et de nombreux dégâts matériels. Par le président, la CEDEAO présente ses sincères condoléances au gouvernement et au peuple de la République du Mali, ainsi qu'aux familles des victimes. Elle tient à réaffirmer
Sa ferme condamnation de toute attaque terroriste qui menace la paix et la sécurité des populations de la région ouest africaine. Enfin, la CEDEAO souhaite réitérer son ferme engagement en faveur de toute initiative visant à œuvrer pour la paix, la sécurité et la stabilité dans la sous-région. Et ce communiqué du ministre marocain des Affaires étrangères, c'est avec une profonde consternation que j'ai suivi les attaques terroristes ayant ciblé le 17 septembre 2024 à la capitale Bamako, exprimant sa totale solidarité et compassion avec le Mali. Le Royaume du Maroc condamne avec la plus grande fermeté cet acte terroriste abject ainsi que toute tentative visant la stabilité et l'intégralité du Mali. En cette douloureuse circonstance, je tiens à présenter à votre Excellence et à travers vous au gouvernement du peuple malien mes condoléances les plus attristées, implore le Tout-Puissant de prémunir votre pays frère contre toute cause de malheur ou tournant. Le Conseil économique, social et environnemental et culturel adresse au président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, au gouvernement, aux familles des disparus et à l'ensemble du peuple du Mali sa profonde compassion et ses sincères condoléances et souhaite prompt rétablissement aux blessés. L'institution condamne avec vigueur cet acte odieux barbare qui ne répond à aucune once de valeur, à aucune once des valeurs humaines et universelles, et salue la bravoure et la promptitude des forces de défense et de sécurité. Et toujours avec nos communiqués que nous continuons à recevoir à notre rédaction des partis politiques, des associations et autres mouvements, le mouvement patriotique pour le développement, le parti 3P, Nieta, le mouvement La Sentinelle du Mali, Sigida Yele, le groupe de réflexion et d'action des partis politiques, le parti populaire pour le progrès, PP, Djamadjigi, le PDS, le parti Demain, c'est aujourd'hui le Parena, l'Alliance pour la République, l'Union patriotique du Mali, ADPO Maliba, le parti africain pour l'intégration et la souveraineté, le réseau KIA, l'association des groupements d'églises et missions protestantes évangéliques du Mali, l'association Djina Dogon, l'UMAV, le conseil communal de la jeunesse de Kati, l'association des ressortissants et sympathisants de Sébékoro, le congrès d'initiative pour le développement du Bélédougou, le club des amis des langues nationales, la section syndicale unique UNTM des cheminots, l'association des communautés de la culture BOR, le mouvement Veille citoyenne, l'association Horoyaton, le bureau national de l'URDAC Mali, le mouvement mutualiste du Mali, le groupe des patriotes du Mali, le réseau des femmes leaders africains du Mali, l'Union des enseignants de la langue arabe et de la culture islamique, l'Union nationale des chauffeurs de l'administration publique, l'amicale des anciens ambassadeurs et consuls généraux au Mali, l'Union des associations des artistes, producteurs et des éditeurs du Mali, jeunesse engagée par le Boaton, l'association des gendarmes retraités et veuves du Mali, l'association Forum pour le développement du Sikasso, l'Alliance patriotique pour le changement Mali, tous condamnent avec la dernière rigueur cette attaque terroriste et saluent le professionnalisme des forces de défense et de sécurité. Ils invitent la population à la collaboration. Et si je vous amène flâner à bord des ronds-points Square Patrice Lumumba, ici en commune 2, et le monument du Buffle, communément appelé Sogolo, en commune 5 du district de Bamako, ces lieux attractifs ont désormais un nouveau visage. Ils ont été rénovés par la mairie du district et ses partenaires. L'initiative vise à embellir la ville de Bamako. Sokona Kamisoko. Le rond-point Square Patrice Lumumba en commune 3 du district de Bamako, tout comme à la place Sogolo en commune 5, étaient dans un passé récent des endroits délabrés. Ces deux espaces publics viennent d'être rénovés. L'acte s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du second volet de la première mission de la feuille de route de la délégation spéciale de la mairie du district. Dès notre prise de fonction, nous avons fait l'état des lieux, des grands carrefours, boulevards, ronds-points et places publiques de la capitale. Nous avons alors élaboré un plan de réhabilitation et d'embellissement qui, compte tenu de nos moyens modestes à l'époque, ne concernait que 3 carrefours et ronds-points. Square Lumumba, rond-point dit Boujiba,
rond-point Sogolo en commune 5, route de l'aéroport. Notre plan d'embellissement porte également sur d'autres sites, en l'occurrence le square général Soumaré à l'entrée du 3e pont. En rénovant ces deux espaces, le groupe Dana et l'entreprise GSCOM répond ainsi à un des soucis des autorités maliennes. Force est de constater, après cette réhabilitation, que l'espoir est permis. La propriété doit être l'apanage de tous. L'État seul ne peut rien faire, absolument rien. Alors il faut qu'on se donne la main, il faut qu'on change les habitudes, il faut qu'on change de paradigme par rapport à la propriété et qu'on se dise que quand c'est propre, c'est pour nous-mêmes que c'est propre. Et ça embellit la ville. Au dire du président de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako, en plus de ces deux espaces, d'autres carrefours et grandes artères feront l'objet de réhabilitation suivant un programme qui portera sur les 6 communes de la capitale. L'information du jour, c'est aussi le lancement de la campagne de retour à l'apprentissage au titre de l'année scolaire 2024-2025. Cette campagne est placée sous le thème « Inscription massive des enfants dans les structures éducatives ». La cérémonie a regroupé le ministre de l'Éducation nationale et celui de la communication ainsi que les acteurs et partenaires de l'école. Le reportage de Nouhoum Sissoko. C'est effectif. La campagne de retour à l'apprentissage pour l'année scolaire qui s'annonce a été lancée par le ministre de l'Éducation nationale qui avait à ses côtés son collègue de la communication. Cette campagne vise à sensibiliser les communautés, notamment les parents et les tuteurs, sur l'importance de la scolarisation et les encourager à envoyer les enfants à l'école. D'où le thème « Inscription massive des enfants dans les structures éducatives ». Le taux brut de scolarisation fondamentale 1 est passé de 80% en 2019 à 81,7% en 2023. Malgré ces taux bruts relativement élevés, il convient de noter qu'il existe encore de nombreux enfants qui sont déscolarisés ou qui ne sont jamais allés à l'école. Nous savons que l'accès à l'éducation est un droit fondamental pour chaque enfant sans distinction de genre, d'origine ou de situation économique. Cependant, nous sommes également conscients que de nombreux défis persistent, notamment dans les zones locales, rurales et les régions touchées par l'insécurité. Il s'agira à travers cette campagne de mettre un accent sur les localités en proie à l'insécurité pour un retour des enfants à l'école. La crise multidimensionnelle que vit notre pays a créé un risque élevé de non-retour à l'école pour de nombreux enfants et adolescents. Des enfants déplacés internes et des réfugiés, les filles, les enfants avec un besoin éducatif spéciaux. Pour tous ces enfants, l'État ne reste pas les bras croisés. Le gouvernement a mis en place de nouvelles initiatives qui visent à assurer la continuité des services d'éducation à travers les alternatives adaptées, y compris l'enseignement à distance et notamment la radio. La cérémonie de lancement a été marquée par la remise symbolique par l'UNICEF de 50 000 kits scolaires au ministre de l'Éducation. Des kits scolaires d'une valeur de 27 millions ont aussi été remis à l'Union des médersa arabo-islamiques par le département de tutelle. Revenons sur le séjour à Sikasso du ministre de l'Économie et des Finances. Aluseni Sanou a procédé à la remise d'un lot de 7 véhicules double cabine pour le compte du centre d'expertise technique chargé de la gestion des scanners. Ces véhicules faciliteront la mobilité des agents du dit centre. En marge également de cette cérémonie d'inauguration des scanners, le ministre a rendu visite aux notabilités de Sikasso que nous allons apercevoir tout à l'heure sur ces images.
sur place avec les notabilités de Sikasso. Le ministre nous a transmis les salutations du président de la transition et du Premier ministre. Le ministre de l'Agriculture, lui, poursuit sa visite de terrain dans les champs de culture. Ce jeudi, il a visité 2 parcelles agricoles dans la filiale Centre de Fana. L'état végétatif des cultures est rassurant. Il a aussi échangé avec les cadres de la filiale sur les performances et sur les perspectives de la filiale Centre de Fana. Traoré, Idrissa Traoré pour le RTM. Le ministre de l'Agriculture dans les champs de culture de la filière Centre Fana de la CMDT. Le champ de Diofolo Traoré du village de Kola sur l'axe Fana-Dioula est le point de départ de cette visite. Le producteur Diofolo Traoré exploite une parcelle où plusieurs cultures sont pratiquées. Mon champ de coton fait 8 hectares. Bon, j'ai le maïs aussi. Le maïs, ça fait 4 hectares. Bon, le mil, ça fait 4 hectares. Le sésame, ça fait 3 hectares. La délégation ministérielle s'est ensuite rendue dans la parcelle de Badiara, un exploitant du village de Guana. Cet agriculteur exploite un champ comprenant 6 hectares et demi de coton, 3 hectares de maïs, 1 hectare de riz. Il s'attend à une production de coton de 12 tonnes cette année. L'état physionomique des plants sont très satisfaisants. Et les 2 champs qu'on a visités, on a constaté que les producteurs ont appliqué en grande partie le paquet technique qui a été recommandé, notamment les cimages et l'apport de compost. Le ministre Daniel Simio Kilema se réjouit de l'état des cultures, mais prodigue des conseils aux producteurs. Il faut rester vigilant, parce que c'est la période très critique pour l'ensemble des cultures. Que ce soit les céréales, que ce soit le coton, c'est la période la plus sensible sur le plan phytosanitaire et sur le plan pluviométrique aussi, parce qu'il est prévu que la pluviométrie continue jusqu'au mois de novembre, et pas de petites quantités, il y a de fortes quantités qui sont encore annoncées. Donc si le coton arrive à maturité pendant cette période-là, donc il va falloir que les exploitants puissent récolter et mettre ça dans les meilleures conditions possibles pour que la qualité ne soit pas affectée. Donc il en est de même pour certaines céréales telles que le maïs, qui est déjà à maturité aussi, et dont les récoltes vont commencer. Donc il y a des techniques de conservation de ces récoltes-là qu'il faut respecter. Et la conservation aussi, la conservation est très importante pour qu'on ne perde pas, en tout cas, l'espoir que la végétation est en train de nous donner aujourd'hui. Dans l'après-midi, une réunion des cadres a permis de donner des informations précises sur la filière Centre Fana de la CMDT. Il y ressort des échanges que sur les 120 000 hectares de coton programmés cette année, 111 234 hectares ont été réalisés, soit un taux de réalisation de 93%. Pour le maïs, 85 000 hectares avaient été projetés et 84 000 hectares ont été réalisés, soit 99% du taux de réalisation. Tôt le matin, le ministre et sa délégation avaient rendu des visites de courtoisie aux notabilités traditionnelles de Dioula et Fana. Toujours concernant nos régions et leur développement, les populations de Bafoulabé et de Maïna souffraient du manque d'eau potable à cause de la quantité de calcaire dans les eaux souterraines. Le gouvernement de la transition, à travers la SOMAGEPESA, vient de résoudre définitivement ce problème par la construction d'une nouvelle station compacte de potabilisation de très grande capacité et qui va exploiter les eaux de surface, autrement dit celles du fleuve. Vous pourrez suivre après ce journal un magazine sur cette réalisation 100% malienne. Dans le cadre de la Semaine nationale de la réconciliation, un projecteur sur sur 2 commissions indispensables pour le département de la réconciliation, de la paix et de la cohésion nationale. Il s'agit de la Commission nationale de désarmement, démobilisation, réinsertion et celle en charge de l'intégration. 2 commissions qui répondent à une préoccupation prise en compte par l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Pourquoi ces commissions? Quelles sont leurs missions et les défis à relever? La réponse à toutes ces questions dans ce dossier signé Boubacar Babli-Touré, Sidiki Balbo. En 2012, le Mali a connu une page sombre de son histoire. Page marquée par une crise politico-sécuritaire sans précédent qui a abouti à la signature d'un accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger le 15 mai et parachevé le 20 juin 2015. Le dit accord prévoyait dans ses mécanismes la création de certaines structures. Parmi elles, la Commission nationale de désarmement,
démobilisation, réinsertion et la Commission nationale d'intégration. La Commission nationale de désarmement, démobilisation et réinsertion a pour mission de procéder, comme son nom l'indique, au désarmement, à la démobilisation et à la réinsertion des anciens combattants des mouvements armés. Au-delà de ça, elle procède à l'élaboration des critères d'éligibilité des éléments qui peuvent partir de cette commission, de ce processus. Il établit aussi les manuels pour les procédures de développement des activités de la Commission nationale DDR, de mettre en place les relais dans les différentes régions ou bien dans les différentes zones dans lesquelles les opérations de DDR sont appelées à être tenues. La Commission nationale a reçu comme mission de travailler de concert avec sa commission jumelle qui est la Commission nationale DDR. Donc à ce titre, elle est chargée avec les structures concernées comme la réforme du secteur de la sécurité d'établir les listes des combattants des mouvements éligibles au nouveau processus de paix dans sa version nationale. Ces commissions indispensables dans le processus de réinsertion et d'intégration des combattants des mouvements armés signataires sont, comme toute autre structure, bien organisées. Du point de vue de l'organisation, la commission est composée d'un président que je suis. Il y a un coordinateur général. En plus du coordinateur, il y a 45 membres qui sont choisis par le ministre de la Réconciliation. Ensuite, il y a une cellule administrative qui est chargée de tout ce qui est les détails administratifs, une cellule financière pour la gestion des fonds, l'établissement de tous les documents administratifs. Au-delà de ces deux cellules, nous avons un chargé de communication, nous avons un chargé de questions de genre, et après, dans les régions, nous avons des relais locaux. À savoir un président, que je suis, le coordinateur général, qui est mon adjoint, et 45 membres. Ces 45 membres sont des postes statutaires qui sont nommés à la discrétion du gouvernement et qui prend en compte l'ensemble des sensibilités nécessaires à la bonne réussite du processus de paix. En ce qui concerne la politique et les stratégies pour l'atteinte des objectifs dont la finalité est la réconciliation des cœurs et des esprits des Maliens, la vision des commissions désarmement, démobilisation, réinsertion et celle de l'intégration sont claires. Dans le cadre de vision politique, le gouvernement entend par la Commission nationale désarmement, démobilisation et réinsertion obtenir une réduction de la violence, limiter la circulation des armes sur le territoire, surtout au niveau de tous les acteurs qui ne sont pas des acteurs étatiques. Au-delà de ça, les mesures visent à terme de procéder, en train de contribuer à la réduction de la violence, à promouvoir le vivre ensemble et à favoriser la paix et la stabilité sur l'ensemble du territoire. La vision de la Commission nationale d'intégration de construire une fondation solide pour un vivre ensemble harmonieux au Mali, de contribuer à la création d'un environnement sécuritaire apaisé, à la réduction de la violence, à la restauration de la paix, à la stabilisation, la cohésion nationale, le vivre ensemble et favoriser le développement socio-économique du pays. S'agissant des réalisations, une synergie d'action entre les deux commissions a permis d'enregistrer des résultats probants. De sa création à aujourd'hui, la Commission nationale DDR a procédé à l'intégration de 1744 membres des anciens groupes armés dans les différents corps de l'État, y compris les forces de défense et de sécurité. Elle a procédé à la réinsertion socio-économique de 788 membres de ces groupes, dont 408 femmes. Du début du processus à aujourd'hui, nous avons réintégré ce qu'on appelait les anciennement FAMA, c'est-à-dire des gens qui étaient déjà fonctionnaires soit de la sécurité, soit des corps militaires, qui, du fait de l'insécurité ou pour ayant pris fait et cause avec les événements de 2012, sont partis. Dans le processus de paix, l'État, dans sa grande volonté d'aller vers la paix, a accepté leur retour. Nous en avons réintégré, tout grade confondu, plus de 1000. Nonobstant ces résultats, de nombreux défis se dressent encore sur le chemin de ces deux structures. Le grand défi, c'est d'abord la consolidation des acquis du DDR. Il faut savoir aussi
pérenniser tout ce que nous avons fait, valider le processus, les programmes qui ont été établis et aussi en même temps procéder à la mise en place des mécanismes pérennes, des mécanismes fiables. Célébration de la Journée nationale de l'unification du Royaume d'Arabie Saoudite. Pour ce 94e anniversaire, l'ambassadeur d'Arabie Saoudite au Mali a organisé une réception. À cette occasion, le diplomate qui est en fin de mission a réaffirmé le soutien de son pays au Mali. Mariam Kone. C'est dans une ambiance conviviale et fraternelle que Saoudiens et Maliens, ainsi que plusieurs personnalités du corps diplomatique, ont célébré l'anniversaire de la création du Royaume d'Arabie Saoudite, le 23 septembre 1932. C'était sous le règne du roi Abdulaziz Al Saoud. L'ambassadeur Khaled Mabrouk Al-Khaled, qui s'apprête à quitter le Mali après un séjour de 5 ans, a tenu à rappeler les relations historiques entre les peuples saoudiens et maliens. Le Royaume d'Arabie Saoudite et la République sœur du Mali sont liés par des relations historiques distinguées basées sur la fraternité et l'amour entre les deux peuples. Il convient de souligner que la représentation diplomatique entre les deux pays a débuté le 29 octobre 1960. Depuis cette date, les relations ont constamment évolué et se sont caractérisées par la confiance, le respect mutuel et la coopération dans divers domaines. Le Royaume d'Arabie Saoudite réaffirme à renforcer la coopération entre les deux pays dans tous les domaines. Les autorités maliennes saluent les très bonnes relations de solidarité et de coopération que Bamako et Riyad entretiennent depuis l'indépendance du Mali. Le Royaume d'Arabie Saoudite est un partenaire du Mali qui contribue à l'amélioration des conditions de vie des populations à travers la mise en œuvre de nombreux programmes et projets dans les domaines prioritaires tels que l'éducation, l'agriculture, la santé, l'hydraulique, la sécurité alimentaire, les infrastructures, dont je cite entre autres le barrage de Sélengué, la route Bamako-Gao, le pont Fad, j'en passe. Le ministre Moussa Ag Atayer n'a pas manqué de saluer le leadership du Royaume d'Arabie Saoudite sur la scène mondiale. Il s'est réjoui de la convergence de vues sur les grandes questions internationales, notamment la réforme des Nations Unies, la lutte contre le terrorisme, les problèmes de développement et le changement climatique. La plateforme multi-acteurs des régions de Mopti, Douanzan et Badjangara, dans le cadre de l'activité Feed the Future, Sougou, Yiriwazoun du Delta, met en relation des acteurs de la culture maraîchère. Ceci s'appelle Atelier Business to Business Horticole. Boubacar Sankari. C'est parti pour l'atelier B2B horticole de mise en relation des acteurs de la culture maraîchère couplés à la mini-foire aux intrants maraîchers et produits agricoles transformés. Cet espace d'échange vise à favoriser la collaboration entre les différents acteurs du marché du maraîchage dans le but de renforcer les capacités des producteurs et d'améliorer l'efficacité de la chaîne de valeur agricole dans son ensemble. Il est organisé par la plateforme multi-acteurs dans le cadre de l'activité Feed the Future Sougou Yiriwa, zone du Delta. Il s'agira alors au cours de ces prochains jours d'améliorer l'accès des semences améliorées aux engrais et aux services financiers de qualité à nos producteurs, de renforcer les relations formelles et durables entre les producteurs, les acteurs commerciaux et les institutions de microfinance. En outre, les acteurs venus des régions de Mopti, Banyangara et Douanza vont identifier des solutions alternatives pour améliorer la fourniture de produits et services ainsi que l'accès au financement équitable dans la zone du Delta. Je lance un appel à tous les acteurs ici présents à engager des transactions gagnant-gagnant pour l'atteinte des résultats et objectifs escomptés. La Feed the Future Mali Sougou Yiriwa est un accord de coopération quinquennale financé par l'USAID. Il est exécuté par le consortium CARE, Amassa Afrique Verte et Emprod Sahel avec comme chef de file CARE International au Mali.
Soutien aux victimes des inondations survenues dans la région de Koulikoro. Le chef de l'exécutif régional prend son bâton de pèlerin. Le colonel Lamine Kapori Sanogo, à travers une rencontre avec les opérateurs économiques, les industriels et les miniers, veut mobiliser autour de l'essentiel. Et le message a atteint des oreilles attentives. Sur place, ces acteurs ont fait parler leur cœur en mobilisant plus de 22 millions de francs CFA et plusieurs tonnes d'eau de javel et de savon. Ousmane Kouita nous en parle. Le social, la solidarité se manifeste à Koulikoro à travers un appel du gouverneur de région, colonel Lamine Kapori Sanogo, aux opérateurs économiques et sociétés minières de la place. Il s'agit de secourir les 7457 personnes victimes des inondations survenues dans la région de Koulikoro. Les besoins ont été estimés à plus de 2,630 milliards de francs CFA. On peut dire que l'appel du chef de l'exécutif régional a été entendu par les partenaires. Cette semaine, nous avons pu avoir en espèces 22 500 000 francs CFA et aussi des dons en nature, parmi lesquels on peut retenir 1637 cartons de savon et une tonne d'eau de javel. Sur place, les responsables de plusieurs sociétés minières et opérateurs économiques ont fait parler leur cœur. On dit en Bambara, Toromekili, Mandoro, Bakili Bacha. Donc on est venu ici répondre à l'appel de notre gouverneur et je pense que ça va aller. Le chef de l'exécutif régional s'est dit fier de la présence de ces acteurs économiques avant de les rassurer qu'une commission sera mise en place pour la gestion efficiente du fonds collecté. Les montants que nous venons de recevoir et puis ces dons seront prioritairement orientés vers les sinistrés qui se trouvent au niveau des écoles. Couvre environ 30% de nos besoins exprimés, puisque ceux trouvant au niveau des écoles s'élèvent à 13 500 000 francs pour un mois. Donc les différents kits seront répartis entre les différentes couches. J'avoue qu'une transparence sera mise autour de cette gestion. Le gouverneur de région a estimé que seule la conjugaison des efforts de chacun est nécessaire pour sauver le Mali. La société Paris Mutuel Urbain, PMU Mali, elle aussi fait parler son cœur. Elle vient d'offrir des vivres et de non-vivres au village d'enfants SOS de Salankoroba, le compte-rendu de Inaba et de Tchédje Kamara. Après la mairie du district de Bamako, le site des déplacés de Faladje, c'est le village d'enfants SOS de Salankoroba qui reçoit les dons de la part du Paris Mutuel Urbain PMU Mali. Le kit est composé de produits alimentaires et des chaussures. Le geste permet à ces couches vulnérables de subvenir à certains besoins pendant cette période difficile. Le DG Fassiri Doumbia et l'ensemble du personnel de PMU réitèrent leur disponibilité à vous accompagner, vous les enfants de cet orphelinat, et à vous dire que les portes du PMU seront toujours ouvertes. Créé en 1987, le village d'enfants SOS de Salankoroba est une organisation dévouée à la protection de l'enfance. Il offre un cadre familial à ses couches démunies. De nos jours, il y a 4 villages d'enfants à travers le Mali: Salankoroba, Mopti, Kita et Kai. Aujourd'hui, le contexte international est tel que les donations venant de l'extérieur ne sont pas comme avant. Donc quand on a des donateurs locaux tels qu'une entreprise sociale comme PMU Mali, ça nous réconforte beaucoup. La prise en charge devient chère, donc du coup on demande vraiment à toutes les bonnes volontés, que ce soit des entreprises, que ce soit des personnes individuelles, vraiment de penser à ces enfants-là. Aujourd'hui, 120 enfants de 0 à 14 ans vivent dans ce village. Ils sont répartis entre 15 familles. Fin de la formation théorique et pratique en agroalimentaire à l'endroit de 100 femmes déplacées de Ménaka. Elles ont reçu leur attestation et kit de démarrage. Yara Dambélé était sur place. Elles sont 100 femmes déplacées de Ménaka, certifiées et confirmées en agroalimentaire. Ce renforcement des capacités a été rendu possible grâce à la Maison de la Femme Rive Droite en collaboration avec la Fondation Soro-Optimiste Internationale dans son programme de renforcement des capacités en technique agroalimentaire des femmes. Avec Soro-Optimiste, on a appris beaucoup de choses. On les remercie beaucoup. On demande toujours leur accompagnement et aider d'autres femmes déplacées et d'autres femmes dans leur autonomisation. Grâce à ce projet, ces femmes acquierront non seulement des compétences nécessaires pour subvenir à leurs besoins,
mais elles seront aussi éduquées sur leurs droits. Elles gagnent ainsi en autonomie et se voient offrir la liberté d'accéder à l'information et à des métiers valorisants. Soro Optimiste International accompagne le ministère en charge de la promotion de la femme dans la lutte contre la pauvreté et promouvoir l'autonomisation de la femme. Nous sommes heureux d'avoir accompli cette tâche au profit des femmes au nom du principe de l'équité. L'importance de ces genres de sessions d'accompagnement et d'appui n'est plus à démontrer car elles participent à la réussite individuelle mais aussi collective à travers l'autonomisation des femmes. Après avoir reçu leurs attestations, les participantes par groupement ont reçu des kits afin d'entreprendre rapidement les activités génératrices de revenus, gage de leur autonomisation financière. Je vous amène à Tombouctou pour le lancement du théâtre forum sur la base de l'agneau sacrificiel. Il s'agit pour les organisateurs de procéder à une mobilisation communautaire à travers le changement de comportement sur les pratiques néfastes liées au mariage précoce et les violences basées sur le genre. Ce programme va couvrir les communes des cercles de Diré, Niafouké et Tombouctou, nous dit Yéa Tandina. Promouvoir le dialogue social et le changement de comportement concernant les pratiques néfastes telles que les mutilations génitales féminines, le mariage d'enfants et les violences basées sur le genre dans la région de Tombouctou. C'est l'objectif visé par le présent Théâtre Forum, une initiative de la Direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et financée par l'UNICEF. Le Théâtre Forum arrive dans notre région à travers la pièce théâtrale L'agneau sacrificiel, pour susciter un changement de comportement dans nos communautés dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre. Je garde l'espoir, un espoir qu'un jour à Tombouctou, les enfants ne seront plus mariés avant l'âge, que les violences basées sur le genre seront que des souvenirs très lointains. Ce combat n'est possible sans l'engagement des services techniques, de tous les acteurs. Le Théâtre Forum sur la base de l'agneau sacrificiel offre l'opportunité aux communautés de réduire les pratiques néfastes liées au mariage d'enfants, garçons et filles âgés de moins de 18 ans, de rehausser également le niveau d'éducation des jeunes filles. Nous sollicitons davantage vos appuis dans le cadre de la mise en œuvre du travail roulant PTR 2003-2024. Les autorités administratives et politiques vous rassurent de leur disponibilité entière à vous accompagner pour l'atteinte des objectifs assignés. Les participants venus des cercles couverts par le projet ont été renforcés à ce lancement par les services techniques et les agences onusiennes représentées dans la région. Nous allons retrouver Ousmane Elhaji Ibrahim qui nous reparle ce soir des actes subversifs de pays ennemis contre les pays membres de l'AES qui se poursuivent avec des stratégies qui opposent la communauté Peul aux autres communautés de l'espace AES. Un chef terroriste tout récemment arrêté appartenant à la faction terroriste de Korsinga qui a participé à une réunion à Sokoto au Nigeria le 18 avril 2024 sur la mise en œuvre des 10 projets, a formellement reconnu parmi 78 photos qu'on lui a présentées au cours de son audition, celle d'un certain Gliozo Thomas. Gliozo était un officier de liaison de la Direction générale de sécurité extérieure de la France au niveau de l'ambassade de France à Niamey avant les événements du 26 juillet 2023. L'objet de cette réunion, convoquée par un certain Moussa Moumouni, ex-conseiller à la présidence du régime déchu, était de mettre à la disposition de la faction terroriste de Korsinga, dont les terroristes est membre, un arsenal de guerre pour les aider à déstabiliser le Niger. Ce sont des grands projets terroristes dont l'une des bases arrières se trouve dans la zone de Guédera, dans le lac Tchad, où une équipe formée par les Français et commandée par Rissa Agboula est déjà positionnée en ce moment pour passer à l'acte. Rissa Agboula a été effectivement aperçu le mercredi 11 septembre 2024 dans le lit de lac Tchad.
Voilà des indices concordants qui en disent long sur la complicité de certains Nigériens dans la commission des actes subversifs au Niger. Qu'ils sachent que la vigilance des forces de défense et de sécurité est celle du peuple qui continue à soutenir le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et à son paroxysme. Une vigilance qui entretient cette flamme patriotique chez les Nigériens nouveaux pour la sauvegarde de la patrie. On va suivre le bulletin d'information des forces de défense et de sécurité du 15 au 18 septembre 2024. Un commentaire de Jocelyne Amoussou. Dans la région de Tillabéri, sur la rive droite du fleuve Niger, une unité des forces de défense et de sécurité stationnée à Niaktire, près de Makolondi, a été la cible d'une attaque terroriste dans l'après-midi du dimanche 15 septembre 2024. Des ordres de criminels venus par centaines ont lancé l'assaut, mais ont été confrontés à une résistance acharnée. Nos soldats, faisant preuve d'un courage remarquable, ont tenu leur position avec bravoure, infligeant de lourdes pertes à l'ennemi. En réponse à l'intensité de l'attaque, 2 unités des forces spéciales ont été rapidement déployées en renfort, l'une venant de Torodi et l'autre de Makolondi. Simultanément, des moyens aériens ont été mobilisés pour mener des frappes ciblées, anéantissant les assaillants jusqu'à leur dernier retranchement. Grâce à cette coordination entre forces terrestres et aériennes, plus de 100 terroristes ont été neutralisés et un important matériel ennemi a été détruit. Cependant, malgré cette victoire, nous déplorons la perte héroïque de 5 de nos frères d'armes et la blessure de 27 autres. Les blessés, dont aucun ne présente de risque vital, ont été évacués vers Niamey pour y recevoir les soins nécessaires. Les plus hautes autorités du pays expriment leur profonde compassion aux familles des défunts, souhaitent un prompt rétablissement aux blessés et saluent la bravoure et l'engagement inébranlable de nos forces armées dans la défense de l'intégrité nationale. Par ailleurs, les opérations de ratissage menées par nos unités au sol continuent de révéler de nouveaux corps ennemis, ainsi que des dizaines de motocyclettes, certaines criblées de balles, d'autres entièrement calcinées. En parallèle de ces recherches, des patrouilles effectuées dans la zone d'opération ont permis l'arrestation de 2 présumés membres de groupes terroristes à Bankilare et Torodi sur dénonciation, ainsi que la récupération de bétail volé restitué par la suite à ses légitimes propriétaires. Dans la même région, dans le cadre de l'opération Almaho, menée sur la rive gauche du fleuve Niger, une unité des forces de défense et de sécurité en mission de contrôle de zone dans les secteurs de Konjimit, Fartal et Gourou a saisi un important lot de matériel ennemi. Parmi les objets confisqués figurent 2 motocyclettes, une mine artisanale, plusieurs chargeurs d'armes à feu, des douilles de calibre 12,7 par 99 mm, ainsi que divers autres équipements de fortune. Le génie militaire a procédé avec succès à la destruction de la mine. Parallèlement, grâce à des renseignements fournis, un important chef terroriste a été arrêté à Abala. Cet important coup de filet permettra sans aucun doute de démanteler le réseau de soutien aux groupes terroristes opérant dans les régions de Filengue et Abala, marquant ainsi une avancée significative dans la lutte contre ces criminels. Un mot de cette tournée du ministre de l'Agriculture dans les régions du centre-sud et du centre-est du Burkina Faso dans le cadre du suivi de la campagne agricole humide 2024-2025, Aimé Douamba et Polyabri. C'est ce bas-fond rizicole de 20 hectares du village de Torla dans la commune de Garango qui constitue la première étape de la visite du ministre en charge de l'agriculture et sa délégation. Il est exploité par la coopérative Wakakuma, composée de 118 producteurs, dont 108 femmes. Le travail est bien cette année, on s'attend à 60 tonnes comme ça. On remercie le ministre, on remercie aussi le président Ibrahim Traoré. Si ce n'est pas cette année, en tout cas, nous, labour gratuit, engrais et puis semences, tout et tout, on n'avait pas eu ça. Le front de la lutte pour la souveraineté alimentaire doit se mener avec la même ardeur et la même détermination que le front pour la lutte contre le terrorisme. Dans la province du Kouritenga, la délégation ministérielle a poursuivi sa visite dans le champ de la direction provinciale en charge de l'agriculture avant de se rendre dans le bas-fond rizicole de Itenga. Nous avons une superficie totale de 32 hectares. Et dans le cadre de l'offensive, nous avons pu aménager 21 hectares et demi, et dont 17 hectares
en maïs et les 4 autres hectares là, en légumineuses composées de l'arachide et d'ignébé. Malgré son installation tardive, la campagne agricole humide 2024-2025 se déroule bien sur l'ensemble du territoire régional. Par rapport à la campagne passée et par rapport aux 10 dernières années, nous pouvons dire que la campagne est jugée acceptable au stade où nous sommes. L'État a consenti beaucoup d'efforts au cours de cette année pour apporter divers soutiens aux producteurs. Tout le monde a compris la vision de son Excellence, le président du FASO. Et cela est important pour nous parce que c'est par cette voie-là que nous allons atteindre la souveraineté alimentaire. Le ministre a rappelé que l'ambition du gouvernement est de former et d'installer 100 000 jeunes dans les métiers agricoles d'ici à 2027. Il a par ailleurs encouragé une meilleure communication pour attirer plus de jeunes vers le secteur agricole. Une équipe de l'Institut national de l'environnement et de recherche agricole dans la plaine risicole de Bama pour une visite des parcelles expérimentales appliquées de riz et à Tondo Gosso pour le maïs. Hassan Gourabou, Siriki Milogo et Ismaël Saturnin Parrain pour le reportage. Plaine risicole de Bama. 2 parcelles de démonstration de riz. L'une au stade de levée et l'autre est à la maturation. Leur particularité, chacune a bénéficié d'un type d'engrais, le NPK 14-23-14 et le 12-30-10. En observant la croissance des plants, en observant la productivité, que ce soit dans les épis de maïsière, que ce soit dans les panicules de riz, en termes de longueur, en termes de nombre de grains que vous avez pu donc observer, ces nouvelles formulations sont assez prometteuses. Ainsi, les responsables de la société d'exploitation des phosphates du Burkina, par cette visite terrain, s'imprègnent de la physionomie des champs qui ont bénéficié de l'engrais Made in Burkina, le NPK 12-30-10, formulé par l'INERA. C'est une activité très importante pour nous dans le contexte actuel où le Burkina Faso cherche à atteindre et bien sûr donc à conquérir sa souveraineté alimentaire. Le nouveau engrais qu'ils nous ont donné là, ça tale plus que l'ancien engrais là aussi. Au niveau sur la plante aussi, ça dure sur la plante plus que l'ancienne là aussi. Même satisfaction ici à Tondorosso, village situé à quelques encablures de Bobo Dioulasso, où cet exploitant accueille bien cette expérience du NPK 12-30-10 CAO 40. Ne serait-ce que par patriotisme et tout ça, bon, je pense que je vais plancher pour l'engrais fait au Burkina après études sérieuses de l'INERA. L'engrais Made in Burkina produit déjà des résultats sur le terrain. Foi des promoteurs de ce fertilisant, un engrais qui a l'avantage de restaurer les sols, surtout dans la partie ouest du Burkina. Retour au Mali, l'actualité, vous le savez bien, c'est l'attaque terroriste contre la gendarmerie de Faladje, une attaque qui a suscité beaucoup de débats et surtout beaucoup de spéculations. Ce soir, avec la DIRPA, nous démêlons le vrai du faux. Je vous invite à suivre un extrait. Cibler l'école nationale de la gendarmerie et la zone aéroportière. Aussitôt la nouvelle répandue, la toile et les réseaux sociaux se sont enflammés avec des messages de tout genre. Depuis la diffusion des premières nouvelles sur ces attaques, de nombreux posts ont été publiés et partagés sur les réseaux sociaux. Les premiers posts faisaient état de mutinerie dans le camp de la gendarmerie de Faladje. Il n'en est rien, donc ces informations publiées et partagées sur les réseaux sociaux ne pouvaient être que du fake. D'autres images fortement relayées montraient des arrestations d'individus un peu partout dans la même zone. Des individus mal intentionnés ont profité de cette situation confuse pour provoquer de fausses informations tendant à créer un amalgame. Il est crucial d'éviter de partager des messages de haine et de fausses informations, car cela peut pousser la population à se tromper d'ennemis et à chercher à faire justice elle-même. Il est toujours recommandé de se référer aux sources officielles pour diffuser des informations, car
les terroristes cherchent de nos jours à répandre des messages de propagande, des messages dans le but de semer la panique au sein de la population. Une émission à suivre l'intégralité donc dans nos programmes. Après cette édition, un mot de sport. Le stade malien de Bamako s'est qualifié cet après-midi pour la phase de poule de la Coupe de la Confédération. Un match retour du 10e tour des éliminatoires. Les Blancs de Bamako ont battu le club libérien de Pénesville par le score de 3-1 au match aller joué au Libéria. Le stade malien n'avait perdu que par le score de 1-0. Les stadistes joueront donc la 6e phase finale de la Coupe de la Confédération de leur histoire et nous allons y revenir demain dans Sport Week-end. Félicitations donc aux Blancs de Bamako. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, Andogoli Guindo, a appris avec une grande tristesse ce jeudi 19 septembre 2024 le rappel à Dieu de Ousmane Sow, dramaturge, metteur en scène, scénariste, professeur de théâtre et ancien directeur du Koteba national du Mali, officier de l'ordre national du Mali, icône du cinéma et du théâtre malien. Ousmane Sow est auteur de nombreuses œuvres dramatiques et cinématographiques comme Wari, Bougounieri, Fereke Nyamimbougou, Badjene. Il a contribué à la formation de plusieurs grandes figures du théâtre et du cinéma malien. Promouvoir un théâtre d'expression malienne a été le combat de toute sa vie. Sa disparition est une grande perte pour le Mali et l'Afrique. Les lignes qu'il a tracées, ses œuvres de grande valeur continueront d'inspirer des générations entières. En cette douloureuse circonstance, le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme s'incline devant la mémoire de ce grand homme de culture et présente à sa famille et à la grande communauté de la culture malienne les condoléances du gouvernement. Que l'âme du défunt repose en paix. Amen. Un rappel, ce communiqué avant de nous quitter. Le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, en application des dispositions de la loi numéro 05-040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali, informe que la journée du lundi 23 septembre 2024, lendemain de la fête de l'indépendance de la République du Mali et de la fête du Maouloud, baptême du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, est chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Un grand merci à nos téléspectateurs de Gouana, de Djoila et de Sikasso. Retrouvez Ibrahim Djombele pour ce 20h week-end. Je vous remercie. Bonsoir à tous.